Mesdames et messieurs, voilà, nous y sommes pour l'hebdo des éditorialistes, juste après le duel et c'est parti. Et ils sont présents sur ce plateau ce dimanche, les éditorialistes de ce dimanche. Landry Ouetton, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Ancien rédacteur en chef de la Gazette du Golfe, aujourd'hui promoteur de Filao Web TV. Oui, vous avez fait un tour à B-News. Oui, entre-temps, une parenthèse à B-News, une parenthèse concluante à B-News. En tant que chef desk politique, oui, c'est bien cela. Très bien. Actuellement, nous officions sur Filao TV. Très bien. C'est une web TV, puisque nous sommes à l'aide du digital. Du digital. Voilà, donc on fait. Landry Ouetton, merci d'avoir répondu à notre invitation. Félicien Fayon, bonjour. Bonjour. Félicien Fayon qu'on ne présente plus. Merci d'être là. Yves Patrick Loco de la Radio Nationale, bonjour. Théodule Ronsa, cher aîné, bonjour. Merci d'être là. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet. Je laisse Patrick faire le choix. D'abord, quel est le sujet ou les sujets qui vous ont marqué dans la semaine? Dans la semaine, j'ai été marqué par le balai des félicitations au président de la République réélu, le président Patrice Talon, qui cette fois-ci revient avec un colistier, sinon une colistière, Mariam Chabi Talata. Voilà, j'ai remarqué que des félicitations ont plu de toutes parts de la planète, que ce soit du continent américain, du continent européen, asiatique et partout. C'est d'abord le roi du Maroc, donc en Afrique, qui est Mohamed VI, qui a commencé. Après, il a été suivi par Xi Jinping, le président de la République populaire de Chine. Et hier, j'ai découvert que même voilà, le directeur général de la SECNA, le président de la FIFA et beaucoup, le président de la République de Cuba, de Venezuela, la Russie, même le grand Vladimir Poutine, tous ont félicité le président Patrice Talon pour son élection. Donc ça veut dire que contrairement à ce que peuvent penser certaines personnes, on dit que depuis 2016, le Bénin n'est pas présent au grand rendez-vous. On ne voit pas le chef de l'État béninois, Patrice Talon, participer par exemple à l'investiture de présidents africains, aller ou bien recevoir d'autres présidents sur le sol béninois. Recevoir des présidents sur le sol béninois ou participer à des cérémonies d'investiture ou autres ne sont pas normalement des jauges, ne sont pas ça ne permet pas de mesurer si réellement on participe voilà, au concert des nations. Donc ce balai de félicitations, selon moi, vient en fait remettre les choses les pendules à l'heure, vient démentir tous ceux qui pensent que le Bénin ne participe pas réellement au concert des nations. Merci. Landry Ouetton, votre avis sur la question? Non, je crois que comme un bon Béninois, je dois être fier de ce qui s'est passé. Et en rebondissant tout à l'heure sur ce que Yves Patrick Loco a dit, ceux qui ne sont pas d'accord avec ce qui a été fait, c'est de leur rôle. On ne peut pas leur donner cela. C'est la différence qui crée l'homme, comme le dira l'autre. Et donc, on ne saurait dénier à quelqu'un son bon vouloir de ne pas accepter le principe. Mais, somme toute, il faudra reconnaître quand même que ce sont des élections qui ont été acceptées par la communauté internationale avec ce balai, et comme l'a dit Yves Patrick Loco, de toutes ces personnalités, et pas des moindres. Quand on parle de la Russie, quand on parle de la Chine, quand on parle de la FIFA, c'est une grosse institution. Et donc, quand tous ceux-là disent félicitations à celui qui a été élu, je crois que bon... comme le dirait l'autre, la comédie qui ne fait pas rire. Très bien, merci. Félicien? Pour moi, oui. Je vais peut-être vous surprendre. Les lettres de félicitations pour moi n'ont pas été une surprise. Ça n'était rien pour moi d'extraordinaire parce que quand les chefs d'État sont élus, bien réélus, généralement il y a de ces lettres de félicitations qui viennent. Et donc pour moi c'est un fait ordinaire. Parce que
trouver que c'est extraordinaire, c'est à croire que les élections ont eu des problèmes. C'est à croire que les élections sont remises en cause, mais remises en doute. C'est à croire qu'il y a un problème là, alors qu'en fait, il n'y a rien. Les élections se sont bien déroulées. Et tout ce qu'il y a eu comme fait ne sont pas de nature à entacher la régularité du vote. Et on avait déjà suivi les observateurs qui l'ont dit. Vous avez même vu que même la présidente de la République n'a pas communiqué autour de ces lettres-là. La preuve est que les lettres qu'on a vues avant-hier, il y en a qui étaient donc envoyées depuis la semaine dernière, mais les gens n'avaient pas jugé utile donc de communiquer autour de ça. C'est tellement que c'est sorti parce que bon, il y en a qui se disaient mais pourquoi on ne le félicite pas, pourquoi on ne le félicite pas, alors qu'en fait il n'y a rien du tout. J'ai l'impression que certains tentent de présenter le Bénin comme un pays en difficulté. On tente de présenter Patrice Talon comme un président qui n'est pas ensemble avec ses pairs, comme s'il y a un problème, alors que si l'homme a choisi d'être discret, c'est son choix, c'est pas un problème ça. Ça ne veut pas dire qu'il a de bons rapports, de très bons rapports avec ces pays-là. La preuve, quel est le pays qui a rappelé son ambassadeur depuis qu'il est là? Au contraire, c'est lui qui a estimé qu'il y a un qui déconne et il a renvoyé. Et donc, comme il doit avoir réciprocité, les autres aussi ont demandé au Bénin de quitter. C'est une chose normale. Le Bénin a de très bons rapports avec les autres pays. Vous avez vu avec moi les investissements qui se font, les accords qui se signent, les dons, tout se passe bien. C'est à l'interne qu'on a tendance à faire croire que ça ne va pas. Et là, c'est les opposants, ce qui est normal. On ne peut pas empêcher les gens de dire que ça ne va pas quand ça ne va pas. Ah, selon eux, ça c'est leur position, ça. Et donc, pour moi, ce n'est rien d'extraordinaire. Ce qui peut-être m'intéresserait, et ça, Patrick Loko l'a dit, je crois que c'est la non-participation du chef de l'État. Bon, je ne dirais pas ça non-participation, son absence à certains événements, parce qu'il se fait parfois représenter. En tout cas, habituellement, il envoie des gens, il envoie son ministre des Affaires étrangères, en tout cas, ou bien l'ambassadeur qui est là-bas et qui y va. J'étais sur un forum WhatsApp, quelqu'un disait, mais on ne l'a pas vu aux obsèques de Idriss Déby, que ce n'est pas normal. Je dis, mais prendre l'avion, aller s'asseoir pour 1 heure ou 2 heures de temps, pour suivre les obsèques de quelqu'un, c'est vrai, d'une personnalité, et revenir. S'il n'y trouve pas d'intérêt, où est le problème? C'est vrai, on va dire oui, le prestige et tout ce qu'il faut, il faut y aller, il faut y aller. Bon, mais écoutez, ça dépend, hein? Ça dépend de comment chacun conçoit le pouvoir. Si ce que nous voulons faire, c'est pour notre pays, c'est pour notre peuple, je crois qu'on doit pouvoir trier, faire ce qui est, poser les bons axes, les bons pas, les meilleurs pas. C'est de ça qu'il s'agit. Mais on ne va pas faire pour faire plaisir aux autres. Ce n'est pas normal. Et puis, Patrice Talon a été un opérateur économique. Lui, c'est que, il est dans les calculs, hein. Et on ne va pas le lui refuser. On ne va pas le lui refuser. Il n'est plus. Non, il n'est plus un opérateur économique. Mais il faut quand même qu'on comprenne. Mais aller là-bas, oui, c'est bon, il est déjà mort. C'est pas sa présidence qui va ressusciter. L'autre, la situation au Tchad, elle interpelle tout le monde. Je crois qu'il a même envoyé. Il a dit, on montre sa page Facebook. Et les Béninois sont restés solidaires. Je ne sais pas, au conseil militaire. Et moi, particulièrement, je suis solidaire à ce conseil-là, au conseil militaire de transition. Donc, je pense que il n'y a pas de problème. Les gens n'ont qu'à cesser de diaboliser l'action gouvernementale. Ils n'ont qu'à cesser de présenter le Bénin comme un pays où ça ne va pas, un pays où la démocratie est à terre, avec les déclarations du président des feux Idriss Déby. Quand les archives sont sorties, on a compris un peu ce que la communauté internationale fait des pays. On sait un peu comment ça se passe aujourd'hui. Et donc, personne ne s'attaque à notre pays. On en parlera certainement au cours. Landry, il y a quelque chose à ajouter par rapport à l'intervention? Non, je souscris à ce que Félicien a dit, juste que dans d'autres circonstances, nous avions vu des pays qui n'ont pas cautionné des élections. Malgré tout ce qui se disait, cette batterie de désinformation qu'il y avait autour des actions du gouvernement et de tout ce qu'il y a eu, et on pouvait s'attendre à ce que cette communauté-là ne reconnaisse pas. Mais on a compris, et ils ont compris qu'il y a plutôt un peu trop de bluff dans tout ce qui se disait et qu'il fallait quand même continuer à pousser ce pays qui a décidé, avec l'arrivée du président Talon, de faire les choses autrement. Tout n'a pas été mauvais sous l'autre, mais il faut reconnaître que de grands pas ont été posés pendant ces 5 ans. Et que veut le peuple? Un peu de pain de paille suffiront pour faire leur bonheur. Très bien. Voilà. Oui, Patrick Loko, un mot à ajouter? Oui, en fait, féliciter le chef de l'État, ça va au-delà du scrutin
hein, au-delà de l'élection présidentielle. Donc c'est sur ce plan, je ne suis pas totalement d'accord avec mon ami Félicien. En fait, ce n'est pas à l'aune de l'élection qu'il faut comprendre l'acte qui a été posé, selon moi. L'acte, c'est-à-dire les félicitations qui sont arrivées. Parce que c'est... Et plus tard, il a dit, et là je suis d'accord, que certains à l'interne pensent que le Bénin n'est pas assez présent au rendez-vous des nations, que le Bénin n'est pas, et puis les gens ont pris comme argument aussi cette réforme de la carte diplomatique qui est intervenue à l'époque, entre-temps, bon, avec un peu d'assouplissement, avec le recul. Donc c'est dire que au-delà de l'élection, de la régularité ou pas, ce qui n'est pas le sujet ici, c'est que au moins à l'international, on reconnaît la place du Bénin. Très bien. Merci. Et vous avez voulu également qu'on parle de l'affaire de kidnapping, d'enlèvement. Et on se demande, est-ce une supercherie, cette affaire qui a fait couler beaucoup d'encre de salive, qui a créé une psychose dans le pays, dans tous les forats. Oui, cette affaire qui a comment on dit, cette affaire qui a défrayé la chronique, merci bien Landry. Vous avez suivi comme moi cette actualité où on a eu un long audio d'une dame qui disait en fait que son cousin aurait été kidnappé, qui a décrit avec force la scène, voilà. Mais au finish, moi c'est vrai, moi je n'aime pas trop écouter les audios, je ne les télécharge même pas. C'est parce que à côté les gens parlaient. Nous sommes en fait friands de faits divers, du sensationnel. Du sensationnel. Voilà. Et donc, celui qui vient de loin parfois peut nous faire gober que des arbres portent de l'or dans certains pays ou dans certains villages, et on peut le croire facilement. C'est dire que cette actualité, heureusement que la promptitude de la police républicaine a fait que la main a été mise sur ces personnes qui ont failli créer la psychose dans le pays, parce que je sais que beaucoup de parents, qu'ils soient là ou ailleurs, envoyaient cet audio-là à leurs enfants pour dire, bon, voilà, à leurs proches, voilà, c'est toi qui aimes passer dans la nuit, c'est toi qui aimes voyager, c'est toi. Donc, il faut faire attention parce qu'il y a une filière actuellement de kidnapping et d'enlèvement contre rançon au Bénin. Il faut faire très attention. Donc ça a créé la psychose générale dans le pays, parce que moi j'ai quand même entendu des gens parler, pas des moindres, ça a fait la préoccupation de certaines personnes. Mais il se fait qu'au finish, cette affaire qui a défrayé la chronique n'en était pas une. Donc il va falloir qu'on sensibilise en fait la population pour un décalage vis-à-vis des informations, de la tonne d'informations qu'on reçoit via les réseaux sociaux, via WhatsApp notamment, où quelqu'un derrière son clavier ou bien derrière sa fonction audio peut raconter des choses qui au finish ne sont pas vérifiées. Oui, Landry Breton, il faut saluer dans cette affaire, il faut saluer la promptitude de la police républicaine, c'est-à-dire, parce que quand vous écoutez la dame, on se demande, mais qu'est-ce qui va se passer? La police devrait réagir normalement, et voilà, une promptitude très appréciée de tous les Béninois. Je crois que ça fait c'est pour la deuxième fois qu'on entend parler de cette histoire de kidnapping où c'était bon, je dirais pas du fake, mais c'était un montage. Toutes les deux fois on a parlé de kidnapping, c'est du montage. Et il faut reconnaître aujourd'hui que la police républicaine, elle est très discrète, mais elle fait un travail mouse, comme le dirait l'autre. Pas que ceux qui étaient là ne faisaient pas le travail, mais on sent un certain professionnalisme aujourd'hui, parce que, écoutez, déjouer un kidnapping comme ça ou un montage comme ça, il faut y mettre du temps, mais ça a été tellement rapide que moi, j'ai été séduit en dehors de ces
quelques brebis galeuses qui sont dans la corporation, qui salissent par moment. Il y en a qui font du bon boulot. Et vous sentez, et quand vous rentrez dans des commissariats, vous sentez que c'est des jeunes aujourd'hui qui sont pétris de talent, au-delà des armes qu'ils manipulent plutôt, et ils n'ont pas leur serviette sur la gâchette. Et c'est des gens qui réfléchissent énormément. Et quand vous allez vers eux, la dernière fois, pour ouvrir juste une petite parenthèse, j'étais dans la zone de Fidjrosset, et quand on m'a dit qu'il y a un ghetto où les gens vendent du shampoing indien, des QG de sodabi, et ceux qui sont à côté se plaignent de l'utilisation de cette histoire. Mon citoyen que je suis, j'ai pris ma moto, je suis allé au commissariat de Fidjrosset avec la promptitude qu'il fallait. Le commissaire à qui je dis bonjour, je le connaissais ni d'Adam ni d'Ève, mais j'ai été reçu. Et j'ai posé mon problème. J'ai dit, mais il faut qu'on règle. Moi, je ne vis pas à Fidjrosset. Moi, je suis à Calavi. Mais avec la promptitude, le commissaire a pris mon numéro. 2 heures de temps après, il m'a dit, nous avons récupéré les éléments. J'ai dit, bravo. C'est ça. C'est ça. Et cette police n'a pas agi sans l'apport de la communauté qui a dû donner des informations. Et je voudrais juste, pour finir sur cette question, dire, on doit pouvoir décourager avec la dernière rigueur ceux-là. Ce sont des jeunes qui sont friands du gain facile, qui ont envie de monter quelque chose pour avoir de l'argent. C'est près de 6 milliards qu'ils ont demandé aux vieux. 6 millions. 6 millions plutôt, excusez. Aux vieux, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ces sous-là? Ils veulent juste développer des vices. On va y revenir tout à l'heure avec le sujet sur les journées culturelles hypothéquées. Mais je dis, on doit pouvoir décourager parce que quand cette information s'en va, ils ne peuvent pas savoir quelle est la répercussion que cela a sur les activités. Parce que le touriste qui veut venir au Bénin et qui apprend cette histoire-là, mais il rebrousse chemin, il dit, mais on a commencé par kidnapper au Bénin. Et donc moi, je préfère que cette vague-là s'éteigne d'abord avant que moi je ne vienne. Mais c'est un manque à gagner pour l'État. Et donc ces jeunes, on doit pouvoir, ou tous ceux qui sont mêlés de près ou de loin à cette histoire, on doit pouvoir les sanctionner avec la dernière rigueur. J'y tiens. Pour donner l'exemple à ceux-là qui pensent que, comme l'a dit Yves-Patrick Loco, on peut aller juste là où on vous a dit qu'il y a de l'or sur un arbre et aller cueillir. Et non, ce n'est pas comme ça qu'on gagne de l'argent dans la vie. Et c'est trop facile. Ils prennent les situations comme étant des faits, un fait banal. Mais ils ne savent pas quels sont les dommages collatéraux qu'il y a autour de ce sujet-là. C'est tellement, puisque là, cette question, beaucoup se posaient cette question-là. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont allés jusqu'à faire un audio aussi long, peut-être pour prouver aux grands frères que c'était une histoire vraie et que l'argent qu'ils ont reçu de lui, puisqu'elle a raconté tout ça, était justifié. Et ça a créé malheureusement cette cause. C'est pour que ça puisse exploser sur les réseaux sociaux, pour que le grand frère puisse se rendre compte que l'argent qu'il a envoyé n'était pas envoyé dans le vide, que c'était une réalité. Mais c'était sans savoir que nous avons quand même une police qui s'est professionnalisée avec l'État. Même s'il reste encore à faire de toutes les façons, nous avons une police quand même qui fait un travail formidable aujourd'hui. Et qu'une fouille sera faite pour quand même essayer de détecter ceux qui avaient monté le coup. Parce qu'il y a des questions que les gens vont vous poser pour que tout de suite vous tombiez dedans. Ça c'est clair, c'est leur boulot, la police sait comment faire le travail. Même si on vous amène une chose, on dit lui là c'est un braqueur, vous allez partir. La police va vous poser des questions sur 2-3 jours. S'il en a quelque chose, la police saura, c'est clair, c'est leur boulot. Et donc ça fait effectivement, comme on l'a dit, la deuxième fois, ce n'est pas bon. Il faut que l'on arrête ces genres de choses. D'abord, le coup que l'on monte, c'est pas bon. Et puis ensuite, l'usage que l'on en fait sur les réseaux sociaux, les gens pensent qu'ils le font, que ça reste à l'interne, mais ils ne savent pas qui nous suivent. Ils ne savent pas qu'ils sont en train d'influencer négativement le travail que font les gouvernants pour présenter notre pays, enfin pour présenter une très bonne image de notre pays à l'étranger. Vous voyez que dans le domaine du tourisme aujourd'hui, les investissements qui se font, et nous faisons partie des pays où on peut venir, en tout cas, il y a un certain nombre de pays qui peuvent, les gens peuvent venir sans quand même visa. On est en train de tout faire pour ouvrir notre pays aux autres continents, aux autres nations du monde. Mais si nous, sur le plan sécuritaire, on essaye de présenter nos grandes villes comme étant des villes où il y a l'insécurité, je pense que c'est pas bon. Donc nous devons aussi nous méfier. Et je voudrais par cette occasion reconnaître une fois encore le professionnalisme de la police. Même si dans des localités reculées, même si dans certains départements reculés, il y a encore du boulot. Je cite par exemple le Koufo, je cite par exemple une partie du Mono où ces zones-là, il y a des zones que vous ne pouvez pas fréquenter à partir de 21h, à partir de 22h, c'est pas possible. Évidemment, l'effectif qu'il y a dans ces zones-là n'est pas encore ce que ça va être. Et il en est de même pour d'autres localités. Je suis d'accord, mais dans les grandes villes,
il faut reconnaître que des dispositions ont été prises. Et aujourd'hui, on circule à Cotonou, n'importe quel moment. Regardez comment on a passé les moments de fête. Voilà. Alors qu'on savait que quand les fêtes s'approchent, c'est clair dans la tête de nous tous que il y a un certain nombre de motos que les gens vont prendre. Les motos Bajaj, les motos Dayang, on sait combien les gens en prennent. Et les machettes ne couvrent plus les bras. Voilà. Mais je pense qu'on a passé ces moments-là sans inquiétude, sans problème. Et que vous circulez, vous dormez chez vous, en tout cas dans la tranquillité. De toutes les façons, dans les grandes villes, aujourd'hui, je crois que ce problème-là est réglé. Il faut encourager cette police, encourager nos frères, nos parents qui sont dedans, les soutenir, collaborer surtout avec eux. Parce qu'en fait, ils protègent des brebis galeuses. Ça, c'est inhérent à toute corporation. C'est normal. Mais avec le temps, il y aura un nettoyage définitif qui sera fait. Très bien. Merci. Landry, à vous, vos sujets, ou bien l'actualité qui vous a marqué. L'actualité, c'est le Tchad. Idriss Déby est parti. Qu'est-ce qui va se passer après Idriss Déby? Je voudrais juste, si vous me permettez, revenir un peu sur les circonstances de ce départ tragique pour toute une région. Le G5 Sahel aujourd'hui est en ébullition et sera encore en ébullition pour un bon bout de temps. Et pour ceux qui nous suivent et qui n'ont peut-être pas forcément compris de quoi il s'est agi par rapport à la mort de Idriss Déby, je voudrais, si vous le permettez, en 2-3 mouvements, rappeler ces circonstances parce que je suis un peu porté sur les questions de stratégie géopolitique. Et un peu pour dire, Idriss Déby a l'habitude d'aller au front comme un bon général, comme un bon maréchal, un titre qu'il s'est donné avec tout ce qu'il y a comme atout derrière. Et il a pensé que cette fois-ci, et ça allait se passer comme une lettre à la poste, un peu comme à son habitude. Mais c'est sans compter qu'il y avait des informations qu'il n'avait pas à sa portée. Et c'est une colonne de près de 4000 hommes qui ont quitté. C'est une colonne qui a quitté la Libye, une colonne de près de 4000 combattants rebelles, avec des armes de dernière génération, fabrication russe, que Kadhafi avait commandé et qui n'était pas encore arrivé avant que Kadhafi ne parte, que ces rebelles ont récupéré. Une colonne de près de 4000 combattants. Ce n'était pas facile. Et quand il a eu cette information, point maréchal, un peu comme le dire, un général conduit une troupe d'un certain nombre de gens armés, et un maréchal, c'est au moins 5000. Il a fait dépêcher dans cette région près de 5000 combattants, tchadiens aussi, pour aller à l'assaut de cette rébellion-là. Mais c'est sans compter que par le Soudan, il y avait une autre colonne composée des gens de Boko Haram. Et au niveau du Soudan, ils ont récupéré énormément d'armes et aussi de combattants. Et donc, l'armée tchadienne a été prise en étau. Et pourquoi la colonne du Soudan n'a pas été révélée à Idriss Déby? Parce que simplement, Idriss Déby, à un moment donné, avait voulu soutenir François Bozizé. Vous connaissez, c'est la Centrafrique. Il y avait un problème. Et François Bozizé est son ami. François Bozizé a voulu récupérer le pouvoir et était presque à la porte de Bangui. Quand les Russes ont compris que Idriss Déby a joué un rôle dans cette affaire, ils ont infiltré l'armée centrafricaine et ils ont donné des informations à Bozizé qui allait rentrer dans Bangui pour... Certainement, ce sont des informations que nous prenons avec beaucoup de pincettes. Non, avec beaucoup de ce que je vous dis, demandez à ceux qui maîtrisent le sujet, ils vous diront que tout ce qu'on est en train de dire là n'est pas du faux. Avec autant de détails. Autant de détails, je vous dirai. Nous prenons ça avec beaucoup de pincettes. Oui, allez-y, il n'y a pas de problème. Et on ne viendra pas sur un plateau aussi sérieux pour raconter des idioties. Et donc, c'est pour dire, les Russes ont été informés de la colonne du Soudan, mais n'ont pas réagi. Ils auraient pu, si le courant passait en Touadéra, malheureusement, de toute façon, Landry, je ne vous interromps pas. Malheureusement, l'Afrique a perdu. Idriss Déby n'est plus là. L'Afrique a perdu une valeur. Oui, une chance. Je ne sais pas qui a été complice de la mort d'Idriss Déby. Ce n'est pas ça ce qui est le plus important, mais ce sont les effets. Parce que c'est un monsieur. Il jouait pratiquement le rôle de Kadhafi dans la région, dans la région Semak. Dans le G5 Sahel, il avait une certaine posture. Il contrôlait un peu les mouvements rebelles. C'est ce que Kadhafi faisait dans la région. Aujourd'hui, le verrou a sauté. Très bien. Qui pourra, même le grand Nigeria ne peut pas
à lui seul contrôler. C'est le Tchad, c'est le Cameroun, c'est la Mauritanie, un peu la Mauritanie, c'est le Mali par ici, le Niger, le Burkina, le Nigeria. C'est-à-dire que c'est un cordon qui est aujourd'hui ouvert. Quand on vous parle de ces rebelles, ce n'est pas des enfants de cœur. Et les gens sont allés jusqu'à nous dire que dans ces rébellions, c'est toutes les nationalités qui sont pratiquement dedans. Il y a même des Béninois qui sont dans ces rebelles, paraît-il. Vous en avez les preuves? Non, les mouvements satellitaires ont apporté beaucoup nous allons vraiment faire beaucoup attention à ce que nous disons, parce que nous n'avons pas les preuves, pour ne pas toucher des sensibilités, pour ne pas écorcher encore d'autres choses. De toutes les façons, ce qu'il faut retenir, c'est que Idriss Déby, un pion important dans la région, n'est plus là. La grande question, comment est-ce que ça va se passer? Vous vous êtes posé cette question tout à l'heure. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un élément du genre Idriss Déby qui contrôle, qui arrive, un courageux, qui prend le devant de la scène et qui mène une lutte farouche. Je pense que en 2015, j'avais suivi l'intervention du général Fernand Amoussou sur RFI par rapport à la question liée donc au terrorisme au niveau donc du Sahel. Il répondait à Alain Foucault qu'il avait reçu que le problème ne doit pas être un problème d'homme. On ne doit pas se focaliser sur l'homme qui doit régler le problème, mais qu'il faut travailler à mettre en place une armée, pas forcément continentale, mais de toute façon une armée de la sous-région. Parce que si ce n'était pas l'armée tchadienne seule, avec à sa tête le président Idriss Déby, qui donc constituait un pont, un blocage pour l'avancée de ces terroristes-là au niveau des autres pays, et qui essayait de frapper chaque fois qu'il fallait, et qu'on avait, d'accord, une force unique de toute la zone, je pense que même la mort d'Idriss Déby ne changerait rien. En tout cas, n'allait pas nous inquiéter, puisqu'on sait que l'être humain est mortel et partira forcément un jour. Et donc, la mort d'Idriss Déby aujourd'hui, ça laisse un vide, mais ça doit amener les États concernés à réfléchir. Et ça ne doit pas être même le Sahel seul. Même tous les autres pays qui sont dans les périphéries, ils doivent réfléchir à faire en sorte qu'il y ait une armée forte. On me dira que ça va être difficile. Oui, mais si c'est ça qu'il faut pour réussir. Et quand on dit une armée forte, une seule armée, ce n'est pas que l'armée béninoise ira se joindre, non pas forcément, mais on constitue l'armée de fait, et à chaque fois qu'il faut donner des assauts, aujourd'hui il y a les forces des Nations Unies. Ils n'ont pas un camp où ils sont, mais c'est lorsque les Nations Unies ont besoin de ces forces qu'elles leur fait appel au niveau des différents pays, et puis tout le monde se réunit pour constituer une force. Et donc, je pense qu'il faut penser à cela. Sinon, la Libye telle qu'elle est aujourd'hui, excusez-moi beaucoup, est un peu irrécupérable. Que la Libye sera ouverte, laissée à tout le monde, c'est clair que la zone là sera toujours menacée. Espérons qu'avec le nouveau gouvernement libyen, que la paix revienne, que une porte de sortie. C'est l'espoir de tout le monde, c'est l'espoir de tout Africain, mais il faut voir la vérité en face, il faut se dire la vérité. Et donc c'est pour ça que moi personnellement, je dis, je soutiens le conseil militaire qui a été mis en place. Parce que si on laissait le Tchad comme ça, parce que Idriss Déby est mort, comme les gens l'ont dit, il faut remettre le pouvoir aux civils, il faut faire si un pays qui est en guerre, si vous remettez le pouvoir aux civils, est-ce qu'il peut commander? Il ne peut pas commander. Il faut laisser les militaires gérer la période de guerre, jusqu'à ce que la stabilité ne revienne, jusqu'à ce que l'armée tchadienne nous retrouve sa solidité, sa solidarité d'ailleurs, puisque aujourd'hui il y a la débandade, des gens qui ont fui, tout ça là. Et après cela maintenant, on peut passer la main à un civil, mais il faut que plus tard, comme je l'ai dit, nous puissions travailler à avoir une force unique au niveau de la sous-région. Oui. Et Patrick Lecombe. Oui, le décès de Idriss Déby Itno donne raison à Barack Obama qui nous disait il y a quelques années que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais c'est des institutions fortes qu'il nous faut. Idriss Déby, tous les espoirs étaient concentrés sur lui, c'était le seul homme de la situation, c'est le seul... De sa témérité, en fait. Mais un seul homme ne peut pas être téméraire jusqu'à l'infini. Il y a cet impondérable qu'on appelle malheureusement la mort. Elle vient, même si vous avez 500 ans, même si vous en avez 100 ou 200,
elle doit intervenir un jour, puisque quand on vient à la vie, on doit s'attendre à aller vers la mort. Donc, on a tous, enfin, au niveau du G5 Sahel, l'espoir a été reposé de fait sur une seule personne, un seul individu, une seule individualité. Je veux parler de Idriss Déby Itno, qui est parti aujourd'hui. Mais est-ce qu'il a préparé la relève? C'est aussi ça notre problème en Afrique ou peut-être dans le monde. Est-ce que quelqu'un a aujourd'hui la témérité de Idriss Déby pour pouvoir faire face aux rebelles? Ça, c'est en interne au Tchad, mais plus élargi au niveau du G5 Sahel qui concerne le Mali, le Burkina, j'en oublie, le Niger et la Libye, la Mauritanie, voilà, dans une moindre mesure. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui peut jouer le rôle de Idriss Déby? Donc, il faut qu'à l'avenir, on puisse penser à avoir des personnalités qui puissent contribuer à gérer peut-être les situations, mais il faut qu'on ait des institutions très fortes. Félicien parlait d'armées panafricaines peut-être très fortes qui puissent agir promptement, efficacement face aux rebelles, face à Boko Haram par exemple, ou face à d'autres ennemis qui menacent la stabilité de la région, ce qu'on n'a pas pu faire. Maintenant, une question me vient en idée. Idriss Déby, que j'ai vu il y a moins de 10 jours, voilà, participer à l'investiture de Denis Sassou Nguesso au Congo. Est-ce qu'il a pu aller vraiment au front où on nous a dit qu'il a été blessé? Je me pose toujours cette question-là. Si nous avons, par exemple, si nous avons pu avoir l'Union africaine, si nous avons aujourd'hui, il y a même le G5 Sahel qui est là, qui est quand même, je ne sais pas, un regroupement politique. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir, comme je l'ai dit, une armée sous-régionale? Ce n'est pas impossible. Si on avait cette armée sous-régionale, avec un chef d'état-major, mais lorsque l'attaque est venue, Idriss Déby ne serait pas obligé d'aller au front lui-même. On n'a pas vu des images de lui au front. Non, en fait, c'est ce qu'on nous a dit. On a dit qu'il allait au front. Parce qu'au ça, front, c'est pas facile aussi de filmer, de prendre des images. Ça n'a pas été contesté. Non, c'est stratégique. Parce qu'il paraît qu'il se déplace souvent avec des caméras quand il va au front. Oui, peut-être que c'est stratégique, mais de toute façon, ça n'a pas été contesté. On nous a dit qu'il était au front. Peut-être qu'il ne serait pas obligé de se déplacer pour aller au front. Le chef d'état-major va commander l'armée sous-régionale, l'armée qui irait au front. Ce ne serait même pas le Tchad seul. Parce qu'en fait, ce n'est pas le problème du Tchad seul. Qu'on ne se l'a pas. Il y a la force Barkhane qui est là. Oui, mais avec quelle efficacité? Elle est là, mais vous voyez un peu comment les pays de la zone sont déchirés. Même le Centrafrique aujourd'hui n'est pas encore sorti de l'urbaine. Et donc, ce qui vient d'arriver au Tchad, c'est une porte ouverte, je ne dirais pas à un malheur pour l'Afrique, sinon que cette zone-là, mais c'est une porte ouverte au désordre. Et il faut quand même travailler à arrêter cela. Sinon, comment on peut dire qu'il y a des gens qui se sont retrouvés en Libye, ont réfléchi, ont profilé des stratégies, et ont eu même des armes. Qui leur a fourni ces armes-là? Même si c'est des armes libyennes, c'est qui cette personne-là qui les leur a données? Les enfants sont en divagation dans la nature. Ça veut dire qu'il y a un problème qui se pose. Non, moi, je voudrais, Félicien, si tu as fini, oui. Je voudrais juste relever quelques préoccupations et tenter de répondre à ça. Vous parlez de la Libye tout à l'heure. La Libye n'aura jamais la paix. Ah non, pas souhaiter ça. Non, ce n'est pas que je suis dans un raisonnement scientifique. Je voudrais qu'on soit rationnel. La Libye n'aura jamais la paix tant que... Nous souhaitons la paix. Tant que... Je veux rajouter. Il y a une deuxième partie. Je dis, la Libye n'aura jamais la paix tant que le pétrole libyen ne se transformera pas en eau. C'est clair, il faut. La convoitise aujourd'hui, c'est le pétrole libyen. Mais c'est pour ça. C'est une ressource qui peut s'épuiser. Bon, quand ça va s'épuiser, la guerre va s'estomper. C'est clair. Parce qu'avec toute cette transition, cette longue transition que nous avons aujourd'hui en Libye, ce n'est pas pour que demain on puisse trouver la paix. Parce que les mêmes impérialistes sont toujours derrière cette Libye-là. Et c'est ça, en fait, le problème des pays africains. Quand vous prenez la région des Grands Lacs dans le Kivu, c'est le pétrole, c'est le diamant. Quand vous prenez le Mali, dans le Sahel où on parle de tout là, c'est l'or malien qui attire. Quand vous prenez le Nigeria, dans la région du delta du Niger, c'est encore le pétrole qui attire toute cette main invisible. Un peu pour dire,
Et quand on revient au Tchad, vous vous demandez si Idriss Déby est réellement allé au front. Je voudrais juste apporter quelques éléments d'appréciation très rapidement pour qu'on évacue cette polémique-là. Vous savez, la garde rapprochée de Idriss Déby, le cercle fermé de cette garde rapprochée-là est composé de 8 de ses enfants qui sont généraux de l'armée tchadienne. 8. Et 13 de ses neveux, les enfants de ses frères et sœurs, qui sont aussi des généraux de l'armée. Comment on peut construire un pays comme ça? Non, c'est pour vous dire. Non, quand vous êtes en guerre, vous utilisez les armes que vous avez à votre portée. Ce sont cercles rapprochés. Là où il y a confiance, c'est ça confiance. Cette garde rapprochée est pilotée par le fils qui est actuellement le Mohamed Idriss. Mais deux de ses neveux ont été formés au Bénin ici. Ce sont des informations que les gens n'ont peut-être pas, qui ont été formés ici. Et celui qui pilote les drones et les satellites de Idriss Déby, il a été formé au Bénin. Le stratège... Oui, il a été formé au Bénin. Et l'autre chose, qui peut oser éliminer Idriss Déby dans ce cercle-là? Ça va être un carnage. Aucun d'eux ne serait vivant. Parce qu'ils ont tous des intérêts avec lui. Ils ne peuvent pas... Quelqu'un ne peut pas se lever et tirer sur lui un peu pour dire... Cette thèse d'assassinat, de coup d'État, je n'y crois pas trop. Idriss Déby était réellement... Oui. Non, il faut avoir les informations, il faut avoir les éléments d'appréciation. Les rebelles n'ont pas revendiqué la mort d'Idriss Déby depuis là. Ils n'ont pas revendiqué cette mort. Non, ils n'ont pas revendiqué, mais les rebelles du FACT en question, tu as vu un leader parmi eux qui a parlé jusque-là, ou qui parlait... C'est un melting pot, comme on le dit. Mais on a lu la semaine dernière leur communiqué. Non, leur communiqué, ils ne reconnaissent pas ce gouvernement militaire. Non, avant le décès de Idriss Déby. Oui, il faut attaquer parce qu'ils ont dit qu'ils ne veulent pas de ces élections, ils ne veulent pas qu'il revienne en tant que président. Mais après ça, ils ont largué encore un autre communiqué pour dire qu'ils ne reconnaissent pas ce conseil militaire. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'ils ont posé un acte et qu'ils ont un objectif à atteindre. Et que dans cet objectif, ils ne voient pas encore l'objectif être atteint avec ce gouvernement militaire et qu'ils veulent que ce soit peut-être un truc national. Ou je ne sais pas quelle est leur philosophie. Mais moi, je crois qu'avec ces informations que moi j'ai à mon niveau, je ne voudrais pas croire à une thèse d'assassinat de Idriss Déby. Parce que quand on parle de la garde rapprochée et de Idriss Déby, c'est une garde redoutable. Et au front, personne ne nous a démenti aussi. Au front, 6 de ses neveux ont été tués avec lui. Voilà des informations. 6 de ses neveux ont été tués avec lui dans le lagar de cet obus-là qui est venu percuter et qui l'a percuté un peu comme Kadhafi est parti. C'est du pas. Pour moi, il y a quelque chose qu'on doit chercher à comprendre dans cette histoire. C'était les villageois qui l'ont intercepté. Mais c'est une drone qui est venue frapper son cortège avant que les villageois ne sortent. Puisque des gens sont donnés des informations aux villageois comme quoi il a été touché, il a été atteint. Qu'il était même en route puisqu'on l'a repoussé. Il était dans le tunnel pour aller vers l'Algérie. Voilà. De toute façon, aujourd'hui, la grande question, qu'est-ce qui va se passer au Tchad et dans région, dans la région, dans la localité de l'Afrique centrale? C'est moi qui prends la main ou c'est Félicien? Je prends la main ou c'est Félicien? Félicien, Patrick. Ce qui pourrait se passer, selon moi, c'est qu'aujourd'hui, on sent déjà que le conseil militaire qui est en place est fortement soutenu par la communauté internationale, même s'il y a un peu de division à leur niveau, mais on sent que la France est là, présente. Les États-Unis n'ont pas été clairs, parce que les États-Unis ont appelé à remettre la transition au civil, mais ils n'ont pas dit qu'ils ne soutiennent pas le conseil militaire. Mais je ne pense pas que les États-Unis ont intérêt à soutenir des rebelles. Parce qu'il faut pas, on peut pas soutenir des rebelles. Ça, c'est clair, c'est net. Et aujourd'hui, tous s'accordent, toutes les puissances étrangères, en dehors de certains, tous s'accordent que Idriss Déby était dans une position stratégique pour elle et que c'est elle qui les aidait à combattre les terroristes de la zone. Donc, à partir de cet instant, et Macron l'a encore réitéré, que on ne laissera pas le Tchad terrorisé par des rebelles, ça c'est clair. Donc ça dit que le Conseil a un soutien. Donc ce Conseil va travailler sur 2 plans. D'abord, le plan sécuritaire, c'est-à-dire que travailler pour défendre l'intégrité du territoire tchadien, faire en sorte que la paix revienne, et ensuite travailler pour préparer les politiciens à prendre le pouvoir. Mais là encore, les 18 mois qui se sont donnés, mais c'est si et seulement si, après les 18 mois, la guerre s'éteint. Tant que la guerre va continuer, je pense que
ce conseil militaire ne partira pas. Pas parce qu'elle va rester accrochée pour des intérêts personnels, mais pour défendre l'intégrité territoriale. Et donc, si le conseil arrive effectivement à nettoyer la PEG et à repousser complètement les rebelles, comme on l'apprend depuis hier, il paraît qu'il y a eu des arrestations, tout ça, oui. Si le conseil militaire arrivait vraiment à le faire et à sécuriser une fois encore et à ramener un peu la calmie au Tchad, le pouvoir sera transféré aux civils. Mais là, la France, dans 18 mois, non, c'est pas long. C'est pas long. La France et les autres pays, les autres puissances étrangères devront maintenant travailler à faire en sorte que nous ayons maintenant cette force unique-là, que les gens appellent de tout cœur. Les techniciens appellent de tout cœur pour dire qu'il faut une force unique. Et là, on sera sûr que la zone sera sécurisée. Mais là encore, il y a la Libye qui pose problème. Idriss Déby l'avait dit. Près d'1 million, 800 barils de pétrole produit par jour. Donc, tout le monde a les yeux sur la Libye, sur ce pétrole libyen-là, et qui pose problème. Donc, il faudra trouver un homme fort encore pour reprendre la Libye en main. Et si la Libye est sécurisée, je pense que... Pourquoi un homme fort? Des institutions fortes plutôt. Non, mais aujourd'hui, pour qu'il y ait des institutions fortes, il faut que ce soit des hommes forts qui portent ces institutions fortes-là. S'il n'y a pas d'hommes forts, on ne peut pas avoir des institutions fortes. Mais seulement qu'il n'est pas bon d'avoir seulement des hommes forts. Très bien. Il va falloir que les grandes puissances, comme vous l'avez dit, et même les pays du Sahel, du G5, réfléchissent désormais. C'est sûr qu'ils seront... Malheureusement, ces pays ne sont pas indépendants. Parce que avoir une armée forte, une institution forte, c'est une question de moyens, Landry. C'est une question de moyens. Justement, vous venez de répondre à la préoccupation de Félicien qui voudrait qu'on ait une armée régionale. On a tenté plusieurs fois. Les Comores, l'ONU, est-ce qu'il y avait véritablement cette volonté, il y a eu cette volonté politique? Non, il n'y aura aucune volonté, il y aura aucune volonté sans ces partenaires. Aujourd'hui, si on veut que le Tchad ne soit pas embrasé, parce qu'il faut oser le dire, ces rebelles étaient à moins de 300 km de N'Djamena. Moins de 300 km, ça veut dire beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On nous a dit qu'il y a eu des arrestations, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faudra tout de suite que la France, qui dit soutenir ce pays, puisse s'ébranler. Que Mahamat, le fils de Idriss Déby, aille faire la paix avec la Centrafrique, de Touadéra et les Russes, qui sont actuellement en forte puissance au niveau de la Centrafrique. Et que le grand Nigeria réagisse. Que Sassou Nguesso mette son armée en action. Et que le Cameroun aussi, parce que c'est un cordon, que le Cameroun aussi réagisse. Parce que ce qui se passe, si on ne fait rien et qu'on pense que l'armée tchadienne seule peut arriver à bout de ces rebelles, c'est se mettre le doigt dans l'œil. Ça va être très compliqué. Très compliqué parce que quand vous avez des informations sur l'armement de ces rebelles, ça donne des frissons dans le dos. Parce qu'ils ne peuvent pas attaquer une armée de près de 5000 combattants et les mettre en déroute comme ça. C'est trop facile. Qu'est devenu aujourd'hui le contingent qui est parti à la rencontre de ces rebelles-là? On ne nous dit rien depuis. Quelle est la position? Il y en a qui sont morts, il y en a qui sont partis. Oui, c'est la débandade. Mais quelle est la position? La chance peut-être de retourner vers la Libye ou le Soudan, c'est tant mieux. Oui, quelle est la position actuelle de ces rebelles? Est-ce qu'ils sont toujours en train de marcher sur N'Djamena où ils ont été stoppés? Qui les a stoppés? C'est l'armée tchadienne seule qui l'a fait, ou bien il y a des gens qui sont déjà rentrés en action avec eux pour qu'on puisse éteindre ce feu-là? Ce qui est sûr, ils ont donné un répit le temps des obsèques nationales de Idriss Déby Itno, et peut-être qu'ils vont... Et donc ça peut reprendre d'ici à là, ça peut reprendre. Ils vont revenir sur scène, malheureusement. Ça va être bien dommage, et comme l'a dit Félicien, la région CEMAC sera très perturbée. Non, mais là, on a l'assurance de Emmanuel Macron, tout au moins, voilà, qui fait voilà, puissances étrangères, qui va colmater les brèches. On l'espère. On souhaiterait bien que ce ne soit pas un soutien de façade et que ce soit réellement dans les actions qu'on puisse. Nous, on retient que la France, et ça c'est la communauté internationale qui l'a pris, on retient que la France dit oui, nous allons vous soutenir, nous allons en tout cas faire de sorte que le
le Tchad ne s'éclate pas. C'est tout ce qu'on souhaite. Oui. C'est tout ce qu'on souhaite. Très bien. Que ça se passe comme ça. Merci. Nous avons encore 4 minutes, quelques 4 minutes à passer très rapidement. Un autre sujet qu'on doit évacuer. La journée culturelle hypothécaire. La journée culturelle, désormais. vous voulez qu'on en parle Très rapidement. Je crois que c'est une. Je suis tenté de dire bingo au ministre Marion Kakbo. Vous savez que je ne suis pas toujours en phase avec lui, mais sur cette décision, je suis totalement d'accord avec lui et je dis bravo à tous ces gros experts du ministère qui réfléchissent à trouver de ces genres de palliatifs ou ces genres de solutions pour empêcher à ce que le système soit vicié. Mais j'ai eu un peu comme l'impression que cette décision a été emballée dans une étoffe de Covid. Mais au-delà de cette pandémie, il faut oser dire que c'est un environnement qui se crée pour que la petite fille, excusez-moi, je ne voudrais pas être grossier sur ce plateau, que la petite fille qui n'a jamais touché au CES touche au CES pour la première fois lors de cette journée culturelle. Des gens qui n'ont jamais touché au tabac, qui n'ont jamais touché à l'alcool, c'est pendant cette journée culturelle que les vies se développent. Et cela plombe le système d'une façon ou d'une autre. Quand vous souvenez qu'il y a quelques jours, Félicien Fayon, nous avions appris, je ne sais pas si vous avez, à Tiémé, des élèves d'un collège ont réquisitionné une salle de classe et ils en font. Ils ont loué un appartement. Et vous imaginez comment est-ce que le CES aujourd'hui est à volo, comme on le dit, dans le système scolaire et cela ne permet pas. Je voudrais juste dire, vous et nous, ici, je ne sais pas, Patrick, on est tous de la même génération, nous sommes passés tous par là. Les coopératives, qu'est-ce que c'est devenu dans nos systèmes? Et quand vous parlez aujourd'hui de l'entrepreneuriat, j'ai mon collègue qui est à côté et qui en parle si bien, Félicien Fayon, et je ne voudrais pas que ce soit une incantation. Vous voudrez que les jeunes aujourd'hui aillent vers l'entrepreneuriat, et c'est quand ils finissent l'université, sans qu'on leur donne le goût à faire telle ou telle chose. Un bref passage à l'université de Legon, vous y étiez aussi, et nous avions vu les cours démarrent à 8h, mais à 17h, tous les amphithéâtres sont fermés pour permettre à cette étudiante qui veut aller faire la coiffure, d'y aller, celui qui veut jouer au football, d'y aller. En un mot, vous voulez qu'on repense le système et que ces histoires, que ce principe de coopérative, qu'on puisse amener le petit garçon qui est au C1 et CE2 à faire le maraîchage déjà au collège. Landry, nous ne sommes pas le temps, vous profitez pour dire votre conclusion, parce que là, on va faire le tour de table rapidement, laisser les autres aussi intervenir. Nous sommes à moins de 3 minutes de la fin. À moins de 3 minutes, ça passe vite. Ce n'est pas facile de se retrouver dans la posture. C'est un bon point de question. Mais je suis ravi, je suis ravi de revenir si possible et prêt à recommencer. Pourquoi pas. Merci beaucoup. Yves-Patrick Loco. Oui, les journées culturelles, voilà. Pourquoi avoir attendu? Peut-être c'est ça que beaucoup, enfin avec ce que j'ai entendu, parce que j'ai entendu l'interview de certains élèves et même du corps enseignant. Pourquoi avoir attendu la campagne électorale pour la présidentielle passée pour pouvoir parler encore de Covid-19 pour les journées culturelles? Les gens n'ont pas apprécié ça. Journée culturelle, je crois qu'il faut peut-être aller vers l'encadrement. Je ne vends pas un secret pour dire que vous étiez un excellent musicien dans l'orchestre de ce Segweya et que des gens ont été révélés peut-être sur ce plateau au cours des journées culturelles avec voilà, et par la participation au jeu Génie en herbe par exemple et tout ça. Les journées culturelles ont ceci de ce qui permettent d'aérer un peu la tête, voilà. Donc il faut repenser la chose, ne pas aller forcément vers l'interdiction systématique, voilà. Merci Patrick. 30 secondes pour Félicien Fayon, parce que là, Patrick Loco, on ne peut pas suspendre définitivement les journées culturelles parce que les activités culturelles sont importantes aussi dans les écoles et collèges. C'est très important, donc on peut peut-être encadrer cela. Si c'est pour le Covid, d'accord, il n'y a pas de problème. Après le Covid, il faudra réorganiser les choses parce que les vices
qu'on dénonce, c'est vrai, sont réels, mais on peut quand même essayer de lutter contre ces services-là autrement. Mais l'information d'Artier, je voudrais quand même préciser que les services compétents ont fouillé, l'information n'est pas vérifiée, en tout cas jusque-là. Les enquêtes se poursuivent, mais la police, tous ceux qui sont concernés sont allés sur le terrain Artier, ils ont vérifié, ils n'ont découvert aucune chambre du genre. Les élèves louent les chambres pour y rester, pour ceux qui a dit que habitent loin, dans les villages reculés. Voilà. Donc, mais louer une chambre spécifiquement pour ça, je pense qu'on ne va pas tenir l'image de nos collèges. Ça a été, en tout cas, on n'a découvert aucune chambre du genre. Très bien. Le faux buzz d'un pépé voisin jaloux. Merci à vous, Félicien Fayon du matinal, Landry Roueton de Filao Web TV et Yves-Patrick Loco de la Radio Nationale. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin l'hebdo des éditorialistes de ce dimanche 25 avril. Merci de nous avoir suivis. Tout à l'heure, le bulletin de l'information, le bulletin d'information, je dirais, et juste le débrief. Merci de rester en notre compagnie.